Monsieur Kalou Azogbofa, juriste spécialisé en propriété intellectuelle et industrielle. Et je suis aussi arbitre auprès de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire qui est rattachée à la Chambre de commerce. Mon expertise consiste à pouvoir garantir les droits, mais aussi préserver les inventions ou les créations des différents acteurs de l'industrie culturelle et créative. En l'occurrence, les artistes, tous ceux qui ont pour but de pouvoir créer, inventer et innover. Alors, je reste un fervent défenseur des droits de ces acteurs-là. Dans le secteur de l'industrie culturelle et créative, il existe un fossé entre les acteurs de l'industrie culturelle et créative et le monde du droit parce que ils ont l'impression ou ils pensent que c'est des services qui ne sont pas à leur portée. Mais généralement, on arrive à pouvoir les accompagner dans leur créativité et aussi à garantir leurs droits et leurs devoirs aussi dans l'exercice de leurs activités. Alors en général, on se confronte à une mauvaise lecture des contrats, c'est-à-dire que ces acteurs-là ne sont pas assez accompagnés parce que dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont toujours amenés à pouvoir avoir des contrats avec des prestataires ou des institutions ou même des entreprises. Mais généralement, vu qu'ils ne sont pas accompagnés, ça crée toujours des litiges à n'en point finir. Alors, on essaie de pouvoir les accompagner, les conseiller, mais surtout pouvoir anticiper sur d'éventuels litiges qui peuvent découler de leurs différentes activités. Déjà, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, chaque acteur doit se prévaloir de ses droits, donc doit aller à l'information. Ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, il faille qu'il puisse s'approcher des experts en la matière. Parce que forcément, la lecture d'un contrat par une personne lambda n'est pas la même lecture qu'un professionnel en la matière. Donc, nous sommes ouverts, nous sommes là. Nous sommes accessibles aussi pour pouvoir accompagner les différents acteurs de cette industrie-là. Et surtout que nous sommes à une ère qui est très digitale, donc l'information est diffusée de façon rapide et on se retrouve avec beaucoup de cas de plagiat ou de copie. C'est un sujet qui me parle personnellement parce que je l'ai comme thème pour ma thèse. Donc, le plagiat à l'égard de la propriété intellectuelle. En fait, le plagiat, avant le XVIIe siècle, était quelque chose d'honorifique. C'est-à-dire que lorsqu'on était plagié, on était honoré parce que si vous remarquez bien, dans les périodes de la Renaissance, avant le siècle des Lumières, tous les artistes se faisaient recopier. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la musique ou au niveau de l'art, de la peinture et autres, à l'Occident, je veux dire. Le fait de pouvoir se faire copier était quelque chose de très honorifique parce que on se disait que l'opinion publique reconnaissait notre talent. Et c'est pour ça que on recopiait à chaque fois, que ce soit les styles de musique. Je peux prendre un exemple, hein. On a le coupé-décalé, par exemple, qui a été lancé par des acteurs, mais après qui a été repris par différents acteurs. Donc ça prouve que c'est quelque chose de bon. Donc on voit que ça se recopie au fur et à mesure. À ce niveau-là, on parle de plagiat positif. Lorsqu'on reconnaît la paternité du concept ou de l'œuvre à son créateur. Maintenant, où le plagiat devient négatif, c'est lorsqu'on veut s'octroyer la paternité d'un projet qui ne nous appartient pas. Là, on parle de contrefaçon. Donc, la contrefaçon est punie par la loi. Si vous regardez dans l'industrie de la mode, par exemple, on a des vêtements, on a des modèles de chaussures qui sont recopiés par plusieurs marques, mais qui ont été lancés initialement par des grandes maisons de couture. On a des marques de grande distribution qui reprennent ces modèles-là afin de les proposer à la clientèle. Ça, c'est du plagiat. Mais c'est un plagiat positif parce que ces marques-là reconnaissent la paternité de ces modèles-là au créateur initial. Donc, je pense que on l'a vécu en Côte d'Ivoire, hein, dans l'industrie de la musique. À un certain moment donné, on avait du plagiat positif. Quand un artiste créait un concept, les autres artistes venaient le soutenir en faisant une musique similaire ou un concept similaire. Et on se retrouvait avec plusieurs versions de ces concepts-là. Mais lorsque la compétition a commencé à rentrer dans l'industrie musicale, chaque artiste a commencé à pouvoir réclamer ou revendiquer la paternité de certains concepts. Donc, je pense que c'est pas des choses nouvelles, hein. Donc, comme je le disais au début de mes propos, avant le XVIIe siècle, le plagiat, il a toujours été positif. Mais après le XVIIe siècle, quand est intervenue la naissance de l'imprimerie, lorsqu'on a commencé à imprimer
toutes les œuvres de l'esprit et qu'elles ont commencé à être commercialisées, les artistes ont commencé à pouvoir déterminer la paternité, à dire que ça c'est ma musique, ça c'est mon tableau, c'est ma signature. Et c'est là que le monde des affaires est rentré dans le monde de l'art. C'est devenu très concurrentiel. Donc à chaque fois que la concurrence intervient dans un secteur d'activité, on essaie de déterminer la paternité de celui qui a créé un projet X ou un projet Y. Donc je pense qu'il faut faire attention à ces notions-là, mais surtout, il faut pouvoir reconnaître qu'une invention est bonne et qu'elle ne nous appartient pas et que nous voulons l'exploiter ou nous voulons l'utiliser à des fins commerciales ou à des fins sociales. Mais pour cela, il faut avoir déjà l'autorisation de celui qui détient la paternité de ce projet-là. Le souci réside dans le fait que les acteurs doivent pouvoir déclarer leurs inventions ou leurs œuvres. On a des institutions présentes en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région qui se chargent de pouvoir encadrer toutes les inventions. Parce que au moment où on arrive à un litige sur une paternité d'une œuvre, l'institution va vouloir faire une enquête afin de savoir à qui cette œuvre-là appartient. Mais si elle n'a pas été déclarée par l'initiateur ou par l'acteur qui est censé avoir les droits de paternité sur cette œuvre-là, on peut rentrer dans des discussions interminables. Alors, il serait bien que les acteurs de l'industrie culturelle et créative puissent se prévaloir de leurs droits en déclarant leurs inventions. Ça, c'est la première chose à faire. Après, on a des institutions comme le Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur. On a l'OIP, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Il est nécessaire de pouvoir déclarer tout ce qu'on crée. Au moins, ça nous permet d'avoir une traçabilité. Et lorsque notre œuvre sera copiée ou utilisée à des fins commerciales ou même sociales, on peut se prévaloir de la paternité de cette œuvre-là. Maintenant, après, nous, dans l'exercice de la gestion de ces différents litiges-là, on essaie de pouvoir sensibiliser nos clients, on essaie de pouvoir aussi les accompagner, on essaie de pouvoir leur faire comprendre qu'il est nécessaire qu'ils puissent se prévaloir, mais de façon en amont, afin de pouvoir anticiper sur les éventuels litiges qu'ils peuvent avoir dans leur activité. Dans la musique, c'est différent. Parce que dans la musique, le principe, c'est que quand on te copie, ça veut dire que ton œuvre, elle est bonne. La musique, la mode, les principes sont différents. Mais c'est lorsque, par exemple, un concept qui sort de la musique pour rentrer dans le monde des affaires, je vous donne un exemple. Le mot paya. Paya, c'est un mot qui a été inventé par qui? Par la team PA. Mais est-ce que la team PA a enregistré ce concept auprès des institutions compétentes? Je ne sais pas. Mais imaginons que PA soit utilisé dans une campagne commerciale. On a vu des entreprises commerciales utiliser des slogans, parce que c'est des slogans. Prends par exemple, il y avait des jumeaux là il y a quelques années. C'est pas moi, c'est lui là, c'est pas moi, c'est lui là. Et on a vu une grosse entreprise ivoirienne qui a utilisé ce slogan là pour en faire une campagne publicitaire. Et c'est là que ça devient un problème. Parce que là, ils vont l'utiliser, pas dans le secteur culturel en tant que tel, mais ils vont l'utiliser à des fins commerciales, dans le domaine industriel ou autre. Et c'est là que le problème survient. Sinon, je pense que entre artistes, je veux dire, plus le concept il est valorisé, je veux dire, aujourd'hui, si Doug Saga voulait se prévaloir de l'invention des mots du coupé-décalé au point de pouvoir l'encadrer, le fermer, on n'aurait pas eu cette expansion-là de ce genre musical. Donc c'est très relatif en fonction de comment c'est fait. Maintenant, si c'est une copie intégrale de l'œuvre, c'est-à-dire que l'œuvre a été produite, on a chanté une chanson qui n'est pas encore diffusée dans le domaine public et qu'un autre artiste se prévaut de cette œuvre-là, là c'est un autre cas. Mais pour des petites choses, il faut juste pouvoir déclarer, dire que j'ai tiré ce mot-là de la chanson de X, j'ai tiré ce terme-là de la chanson de l'autre. Et après, ça crée des collaborations. Donc, de mon point de vue, ça crée des collaborations et ça rend plus dynamique l'industrie dans laquelle on exerce. Quand on prend le cas de l'art visuel contemporain, on a un artiste ivoirien, Aboudia. Mais Aboudia, il a la même écriture que Basquiat, l'artiste Basquiat, afro-américain Basquiat. Mais c'est parce que Aboudia arrivé à un niveau, parce que son écriture est à peu près identique que celle de Basquiat. Mais Basquiat va pas, ou les ayants droit de Basquiat ne vont pas
revendiquer parce que on considère que c'est aussi une œuvre de l'esprit. C'est pas une copie intégrale. C'est le même style. Donc c'est le même genre. Donc c'est un courant. Et c'est comme ça que les choses se passent généralement. Mais en réalité, comme je le disais dans mes propos antérieurs, il faille que chaque acteur, que ce soit des architectes, des musiciens, des paroliers, puissent pouvoir déclarer leurs inventions auprès des institutions compétentes. Si on arrive à ce niveau-là, on aura moins de litiges parce qu'on saura à qui appartient quoi. Et après, je veux dire, les acteurs qui vont pouvoir utiliser des choses qui ne leur appartiennent pas, on va essayer de faire une sensibilisation. Mais lorsque quelque chose est déclaré, c'est plus facile de pouvoir ester en justice. Mais lorsque ce n'est pas déclaré, il y a un gros point d'interrogation sur la paternité parce que chacun dira, c'est ma grand-mère ou c'est mon papa qui m'a montré ça. Parce qu'en fait, les idées sont libres de parcours. Tout le monde peut avoir une idée. Moi, je peux avoir l'idée de créer une société qui s'appelle M66. Je peux avoir l'idée. Mais est-ce que j'ai la paternité? Est-ce que j'ai déclaré? Est-ce que j'ai passé le pas pour que mon idée ait une personnalité juridique qui soit indiscutable? Voilà le problème. Donc, je demande aux acteurs de pouvoir se rapprocher des professionnels, tels que moi, bien sûr, afin de pouvoir les aider à encadrer toutes leurs inventions et aussi encadrer toutes les œuvres de leurs esprits, afin qu'ils puissent vivre de leur art ou de leurs compétences intellectuelles. Comme exemple, on a le tube, hein, le tube qui nous a permis de pouvoir gagner d'avoir notre 3e étoile. Donc la Cannes 2024. On a le titre, le coup du marteau. Alors le coup du marteau, je vais pas rentrer dans les détails, mais on sait tous que c'est un concept qui avait été chanté il y a quelques années par un artiste ivoirien. Et ce concept-là a été repris par la nouvelle génération. Donc, je veux dire, là, on a la notion de concept. On a la notion d'appellation du titre. Et je sais que nos artistes de la nouvelle génération soient un peu plus ouverts sur des questions aussi sensibles. Donc, dans leur déclaration, dans l'enregistrement de ce produit-là, de ce produit audio, ils ont dû mentionner que Coup du marteau soit une œuvre déjà connue, mais dont on a utilisé l'appellation, le nom, je veux dire. En fait, le principe réside dans le fait que ce qu'on a remarqué dans l'industrie musicale ivoirienne ou africaine, les acteurs utilisent des concepts, ils se réinventent au fur et à mesure, à travers plusieurs générations. Mais on n'a aucun problème tant que cette musique-là ne marche pas, mais tant que ce projet-là n'a pas une grande ampleur. Mais j'aimerais dire à tous que on peut pas attendre qu'un projet marche pour pouvoir revendiquer ou bien avoir un ressenti par rapport aux droits octroyés sur cette œuvre-là. Je veux dire, il faut que chacun se prévale de ses droits, mais aussi de ses devoirs. Donc les devoirs, c'est de pouvoir déclarer lorsqu'on crée une œuvre. Mais malheureusement, les artistes sont plus concentrés dans la rentabilité. Ils font un son juste pour pouvoir faire des prestations et des concerts pour pouvoir être rentable. Mais le son que vous faites là, il a des droits aussi. Donc, il faut pouvoir déclarer ça dans les normes et savoir que on bénéficie de certains avantages lorsqu'il est réutilisé ou même quand la mélodie est réutilisée, même quand les paroles sont réutilisées. Concernant la photographie, c'est super important parce que on a eu beaucoup de cas, beaucoup de dossiers vis-à-vis de ce secteur-là. En fait, le photographe, il détient des droits exclusifs sur sa création, sur toutes les créations qu'il a. Donc, un photographe, lorsqu'il vous fait une photo, il a des droits exclusifs sur cette image-là. Donc, il a des droits sur la reproduction, sur l'édition et sur la diffusion de cette œuvre. Parce que c'est une œuvre de l'esprit, c'est une œuvre d'art, si on peut le dire, une photo. Maintenant, lorsqu'une photo, dans la conception de la photo, on a des individus qui sont dans cette photo-là. Lorsque le photographe va devoir, par exemple, pouvoir commercialiser cette œuvre-là, il faut qu'il ait une autorisation de ces personnes présentes
sur la photo. Donc, et ça, c'est plus dans le cadre dans le cadre commercial. Le cadre commercial revient toujours en tout ce qui concerne la propriété intellectuelle et la propriété industrielle. Donc, lorsque le photographe va vouloir commercialiser une photo où il y a des acteurs qui sont différents. Après, si c'est une photo qui représente la nature ou qui représente des objets ou qui représente des choses, mais qui ne sont pas physiques, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y a des personnes qui sont présentes sur cette œuvre-là, il faudrait que le photographe ait l'autorisation de ces personnes-là afin de pouvoir les diffuser, mais de façon commerciale. Sinon, la photographie reste une œuvre dont les droits exclusifs sont rattachés à celui qui a fait la photo. Concernant la notion de droit à l'image, sur des événements par exemple, on est confronté à plusieurs problèmes concernant ce concept-là. Je vais vous donner un exemple simple. Donc, il y a un événement, un endroit X, qui est organisé par une entreprise Y qui délègue une production audiovisuelle, une production photographique à pouvoir faire des photos ou à capter les images de cet événement-là. Et une fois que vous arrivez à cet événement-là, vous êtes contraint de donner implicitement votre image. Néanmoins, je veux dire, quand ce sont des images de façon privée, le photographe ou le vidéaste est censé demander votre autorisation si vous voulez ou pas interagir dans cette œuvre-là. Voilà. Mais quand c'est très collectif, je veux dire par exemple, on a des situations où on a des événements où on a des autorités qui sont présents, qui sont prises en photo, et on a des individus qui sont au même événement, qui sont pris en photo, et après qui réclament, qui disent que on n'a pas demandé l'autorisation. Bon, c'est un peu compliqué, ça, c'est très très compliqué. Donc je suggère aux acteurs audiovisuels et photographiques, lorsque c'est des captations qui sont vraiment focalisées sur une personne, de pouvoir demander leur autorisation avant de pouvoir utiliser leur image, parce qu'on ne sait pas si après la post-production, cette œuvre-là sera utilisée soit pour du commercial ou encore pour du social. Donc, faut pouvoir quand même demander aux gens, ah, bonjour monsieur, excusez-moi, puis-je vous prendre une photo? Ça sera utilisé à tel effet ou voilà. Donc c'est un peu ma contribution concernant la photographie. Alors concernant la notion du micro-trottoir, ça c'est quelque chose qui revient très 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 souvent. Le conseil que je peux donner aux acteurs audiovisuels dans ce secteur-là, c'est de pouvoir avoir un petit contrat, donc ou qui stipule que j'autorise la société X à pouvoir user de mon image et de mes propos, parce que c'est ça, parce que le micro-trottoir est une activité audiovisuelle où des gens sont appelés à pouvoir répondre à des questions, que ce soit d'ordre politique, d'ordre social. Donc je veux dire, derrière, il y a un engagement. On utilise l'image, mais aussi on utilise les propos de la personne. Donc, je crois que il faille pouvoir encadrer ça dans un cadre juridique à travers un contrat qui vous donne droit de pouvoir diffuser les propos et aussi l'image des passants, des gens que vous croisez dans la rue. Après aussi, ce qui serait important, c'est que par rapport aux différents thèmes abordés, il y a des thèmes qui sont très sensibles. Donc, il faut que dans ce contrat-là, on ait une clause qui stipule que, au cas où vous voulez diffuser votre message sans pour autant diffuser votre image, vous pouvez marquer oui ou non. Comme ça permet à la personne de donner son point de vue sur cette question-là qui est très sensible, mais sans pour autant qu'on puisse l'identifier à l'image. Concernant l'arbitrage, en fait, l'arbitrage, j'ai décidé d'être arbitre dans le sens où c'est quelque chose qui me passionne par rapport au mécanisme de règlement, en fait, de litige. Donc, l'arbitrage, tout comme la médiation,
fait partie intégrante des MARL. Donc les MARL, ce sont des moyens alternatifs de règlement de litige. En l'occurrence, au lieu que nous allions devant un tribunal traditionnel qui est ouvert à l'opinion publique, où la gestion de la confidentialité n'est pas encadrée, des parties décident de pouvoir régler leur litige à travers l'arbitrage. Donc l'arbitrage est particulier dans le sens où il détermine les différentes conditions dans lesquelles un litige sera réglé ou un éventuel litige. Donc l'arbitrage ou la médiation est mentionné dans le contrat. C'est-à-dire que je prends un exemple. Une entreprise X et une entreprise Y décident de pouvoir avoir un partenariat et dans l'exercice de leur partenariat, dans le contrat d'exercice, ils vont décider de façon consensuelle de pouvoir déterminer les moyens de règlement de leur potentiel litige. C'est-à-dire qu'ils vont anticiper sur un potentiel litige qui pourrait être le résultat de leur activité commerciale qu'ils ont en commun. Donc, on pourra déterminer quelles sont les parties qui défendront l'entreprise X ou quelles sont les parties qui défendront l'entreprise Y. Et c'est en ce sens-là que je pense que l'arbitrage vient répondre à des besoins déjà d'équitabilité, parce que dans l'arbitrage, il n'y a ni un gagnant ni un perdant, mais on essaie de pouvoir concilier les parties et trouver un terrain d'entente qui puisse être équitable vis-à-vis des droits et devoirs de chaque partie. Et ensuite aussi, on a le volet confidentiel qui permet de pouvoir encadrer toutes les informations qui peuvent émaner de cette procédure-là. Et enfin, nous avons la rapidité d'exécution. Parce que on sait tous, hein, les procès conventionnels, on sait comment ça se passe. L'entreprise X va gagner, l'entreprise Y va faire appel à la décision et on reste dans un processus interminable dans le sens où on connaît tous la patience de nos institutions qui prennent vraiment le temps de pouvoir examiner chaque détail de chaque dossier. Donc, on peut se retrouver avec des affaires qui peuvent durer plusieurs mois. Mais dans le cadre de l'environnement des affaires, il est important pour des entreprises commerciales de pouvoir aller très vite et passer à autre chose, même quand elles sont dans des litiges qui les tiennent. Donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir, une passion de pouvoir anticiper sur des potentiels litiges et de pouvoir conseiller mes clients à opter pour ces options-là qu'on pourra mentionner dans des clauses qui seront intégrées dans les différents contrats auxquels ils sont partis.